Créer son abondance avec l'immobilier. Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Oui à l'abondance que j'ai hâte de vous faire découvrir. Je suis coach et j'accompagne les entrepreneurs qui ont choisi de dire oui à leur abondance. Mon objectif à travers ce podcast, t'aider à te connecter chaque jour un peu plus à ton abondance depuis ce qui fait sens pour toi. C'est parti pour cet épisode avec Vanessa que je reçois aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Oui à l'abondance dans lequel j'accueille Vanessa Billard. Vanessa, je la connais en fait parce que c'est la femme de mon cousin. On se connaît depuis, je pense, une dizaine d'années à force. C'est ça. 10 ans, un peu plus de 10 ans. Merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment hyper contente de faire découvrir ton profil aux auditeurs. J'ai vraiment souhaité vous faire découvrir Vanessa parce que c'est une femme que je trouve très inspirante. C'est une des personnes avec qui j'ai démarré dans l'immobilier. Tiens, lapsus. Dans l'entrepreneuriat, puisqu'on a organisé ensemble des ateliers en 2016 de mémoire. C'était en 2016 déjà, ouais, waouh. Ouais. En 2016, on avait organisé un atelier immobilier sans complexe. Tout à fait. Autour de l'immobilier et du développement personnel. À Paris, ouais. C'est ça. Et depuis, Vanessa a fait un chemin de dingue et j'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir tout ça avec elle. C'est vraiment une femme très inspirante, une personne très généreuse et que j'ai la chance de compter dans mon entourage. Donc voilà, je suis hyper excitée. On continue. J'ai bugué, c'est genre, let's go. Bonjour à tous et merci Clé de m'inviter dans ton podcast. Avec plaisir. Voilà. Bon, j'ai dit Clé. C'est ok. Pour les intimes, voilà. Comme elle vous l'a dit, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît. Et merci à toi pour toutes ces éloges. Mais avec plaisir aujourd'hui de pouvoir être là. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse immobilier et également homestager. Je fais du homestaging pour agencer les appartements pour pouvoir aider à mieux louer ou à mieux vendre. D'accord. Pour préciser un peu, c'est de la valorisation de biens immobiliers que je fais. Et je suis maman d'une petite fille de 18 mois. J'ai été pendant 10 ans salariée dans un grand groupe dans l'univers du luxe, dans lequel je faisais des achats. Donc j'ai été acheteur pendant 10 ans. Et en parallèle de mon parcours, je me suis prise de passion pour l'investissement immobilier, qui a commencé, je crois, en 2013, où je me revois en train de faire une recherche Google, en train de me demander comment devenir riche. Donc, je sais pas, peut-être que d'autres personnes l'ont fait et se reconnaîtront dans ce podcast. Mais il y a des résultats, hein, et c'est comme ça que je suis tombée sur des premières vidéos, les premiers infopreneurs finalement, que j'ai découverts sur Internet, qui évoquaient différents piliers d'enrichissement, et dont l'immobilier, pour lequel je m'étais dit, un jour, j'avais déjà cette petite idée de me dire que j'aimerais investir. Mais là, ça m'a apporté une vision, on va dire, plus complète, plus aboutie, avec une notion d'enrichissement derrière, puisque moi j'avais plus une notion de patrimoine, d'avoir un bien, un toit sur la tête, assurer une sécurité, alors que là j'avais une vision au-delà qui allait rentrer dans le giron de l'investissement immobilier et de créer de la richesse finalement. Okay. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé une première formation, c'est un e-book d'un infopreneur, je ne sais pas si je peux le citer dans le podcast. Donc c'est Cédric Anissette. C'est Cédric Anissette qui avait fait à l'époque, en 2013, il racontait son aventure comme quoi il avait trouvé un bien dans Paris, ce qu'il appelait un canard à la patte cassée, avec plein de travaux à faire et qu'il avait exploité puis revendu quelques années plus tard avec une plus-value. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu mon premier CDI, donc ça a mis un petit peu de temps, puisqu'il s'est passé environ 1 an et demi avant que j'ai mon CDI, j'ai démarré en CDD à l'époque. Mais dès que j'ai eu mon CDI, ça y est, je me suis lancée, je suis allée voir la banque pour voir un petit peu combien je pouvais emprunter. Et c'est là que j'ai fait mon premier investissement, que je me suis lancée, que j'ai fait mes recherches en parallèle du travail. Donc je m'absentais entre midi et 2, et plus si affinité, pour faire mes visites. Et là, je suis tombée sur un bien où il y avait tout à refaire, tout délabré, la copropriété en mauvais état, mais on m'avait dit qu'il y aurait des travaux de ravalement. Et c'est là que je me suis lancée dans ma première aventure. J'ai fait cette première rénovation avec mon papa. J'ai tout agencé, réfléchi sur la partie décoration, agencement des espaces. Et c'est un bien que j'ai exploité en location courte durée pendant 1 an et demi environ.
Et je l'ai fait estimer après travaux, après tous les efforts qu'on avait mis dedans, sachant que je l'avais quand même négocié. C'est un élément qui est important. J'ai négocié sur plusieurs niveaux ce bien, à l'achat et aussi, on va dire, durant l'acquisition, au moment de l'achat, concernant les travaux de ravalement, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une très jolie plus-value qui avoisinait de l'ordre de 50 000 € au départ, sachant que moi, je suis très transparente sur les chiffres. Yes, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais déjà à peu près 2 ans de CDD, sachant que je remboursais mon cursus en école de commerce. Il me restait encore... tu avais eu un prêt étudiant. Exactement, quelques mensualités à rembourser, donc je me suis attelée à tout rembourser. Je vivais au début chez ma maman aussi, c'est ce qui a permis, et qui était en région parisienne, c'est ce qui a permis aussi d'aider, faut le dire aussi, c'est important. Et j'économisais tout ce que j'avais, j'épargnais énormément. Et je me suis retrouvée avec à peu près 12 000 € quand je me suis lancée, et j'ai acheté un bien qui valait 120 000 € à l'époque. Et j'avais pas énormément d'argent finalement, après avoir payé les frais de notaire pour faire les travaux, d'où le fait que je les ai réalisés avec mon papa, et puis l'épargne aussi que je continue à générer tous les mois. Voilà. Et à la revente de ce bien, j'ai généré une plus-value de 50 000 €, parce que l'agent m'a dit, mais vous en avez fait une petite bombe, et c'est là que j'ai découvert en fait que ça marchait, que ça marchait et qu'il y avait quelque chose à faire dans l'immobilier, parce que je m'étais éclatée, même s'il y a eu des coups durs quand même sur la partie travaux à gérer soi-même. Et ça m'a aussi appris l'importance de la délégation par la suite, de pouvoir prendre de la hauteur et de mieux ficeler les projets à l'avenir. Bon, on apprend en faisant, et c'est en passant à l'action finalement que les choses se font. J'adore. Et par la suite, j'ai continué à investir, et cette fois-ci avec mon conjoint Laurent, où là on s'est lancé plus sur de la partie colocation. À fond, on y allait à fond, donc chaque année on achetait une colocation. Chaque année on achetait une colocation. Alors, je me resitue. Là, on est en 2017. Voilà, j'ai revendu en 2016. En 2016, on recherche des biens durant l'été. On en trouve un. Et après, c'était la croix et la bannière pour trouver un financement. Alors qu'on était finançable de base, mais lorsqu'on arrivait avec nos petites têtes, à l'époque, on était 2, on cherchait des surfaces de 100 mètres carrés à peu près. Et je revois le banquier en train de nous dire, mais vous voulez 100 mètres carrés pour vous 2, c'est ça? On disait oui. Et il comprenait pas trop pourquoi on voulait une surface aussi grande. Bon, après, ça nous regardait en vrai. Et du coup, on s'est lancé sur ce premier achat. Ça a été compliqué pour avoir le financement. On a eu le financement, peut-être, on l'a obtenu en décembre ou en janvier, quoi. Il s'est passé presque, quasiment 6 mois avant de l'obtenir, parce que le courtier qu'on avait trouvé nous avait lâché en cours de route. Et on a finalement pu faire l'acquisition de ce bien-là. On a fait les travaux et on est rentré en exploitation en juillet 2017, finalement. Voilà, c'était une première colocation qui nous a rapporté 800 € de cash flow dans le 92. Quand tu dis de cash flow, tu vois, parce que c'est un langage hyper clair pour nous, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi le cash flow exactement? Alors, pour vous expliquer ce que c'est, là, je vous fais la version très simpliste. C'est la marge que vous allez faire entre les revenus locatifs que vous allez générer, moins toutes les charges que vous allez avoir dans l'exploitation. Ça va être le crédit immobilier, ça va être l'assurance du prêt, ça va être les charges de copropriété, ça va être la taxe foncière, ça va être potentiellement les menus travaux qui pourront y avoir au cours de l'exploitation du bien, parce qu'il y a toujours des petites choses à refaire, retoucher. Il y a des locataires sur place. En plus, on loue en meublé et on doit quand même assurer la pérennité de l'exploitation et donc remplacer si nécessaire quand il y a quelque chose qui ne va pas ou des réparations à faire tout simplement. Et donc de là, ça va être le cash flow. Ce qui va rester correspond finalement à la marge que vous allez avoir sur le bien avant votre imposition. D'accord, voilà. Merci beaucoup Vanessa. C'est ça en fait, puisque finalement, c'est hyper simple, en fait, quand on se prend le temps de se pencher dessus. Mais souvent, c'est vrai que ce sont des mots qui font peur. Je le vois quand je discute avec des femmes entrepreneurs qui n'ont pas, tu vois, de background financier, comme c'est notre cas, en fait. Tu vois, nous, les tableaux Excel, c'est la base pour nous. On a longtemps travaillé avec des tableaux Excel. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, en fait, dès qu'on parle chiffres, waouh, tout de suite, ça fait peur. Ouais, et pourtant, moi, je pense qu'il faut
faut aimer les chiffres, faut les embrasser parce qu'on en a besoin dans notre quotidien. On vit dans une société capitaliste et malheureusement ou heureusement, on a besoin d'argent pour vivre et donc c'est important. Et même c'est important de pouvoir savoir comment créer de la richesse. À un moment, il va falloir affronter soit son compte en banque, soit ouvrir son tableau Excel ou ce que vous voulez pour faire vos calculs. Mais c'est hyper important. Et pour la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à investir. Donc 6 mois plus tard, je crois, même pas, hein. On est rentré en exploitation, on a commencé à chercher un nouveau bien. Ok. Je me souviens de cette époque. Chaque fois que je vous voyais, j'avais l'impression qu'il y avait un nouveau bien que vous veniez d'acheter là. Waouh, les gars. Même nos parents nous disaient, mais les enfants, calmez-vous. Mais là, vous en êtes où? J'ai pas compris. T'es où? T'es à Beson? T'es où? Donc voilà pour les invests. Et on a continué. On en a fait une seconde colocation dans le 95, en 2018 qu'on a acheté. On en a fait une autre en 2019, puis une autre en 2020. J'adore. En 2019, j'ai trouvé notre résidence principale aussi, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que tout au long de ce parcours, on était en location. Ok. Et à l'époque, les conditions bancaires étaient quand même plus open qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà, on est en 2023 au moment où on fait ce podcast. Et clairement, alors nous, on l'a jamais eu, mais je connais des investisseurs qui ont réussi à faire des achats sans apport, ou d'autres qui faisaient des actes en main, c'est-à-dire qui faisaient rentrer les frais de notaire dans la partie financière, enfin financement bancaire, je veux dire. Et nous, pour le coup, on n'a pas eu ça, mais grâce aux investissements et la plus-value que j'avais générée, c'est ce qui a permis aussi de nous lancer et de pouvoir nous développer. Et ce qui est dur, on va dire, c'est la première marche. La vraie première marche pour pouvoir continuer à grandir, parce que en fait, les interlocuteurs que vous allez avoir en face, soit ils connaissent pas ce que vous faites, soit ils ont besoin de recul et ils ont besoin d'être rassurés. Eux, leur rôle, c'est de sécuriser les projets et ils calculent des risques, ils évaluent des risques. Et en fait, finalement, plus on continue dans l'investissement et qu'on montre que ça marche, et plus on rassure. Mais l'étape, on va dire, c'est la plus complexe à franchir. C'est le rôle de vraiment convaincre avec le recul. Et pour ça, il faut pas lâcher. Quand tu parles des acteurs, donc tu parles des banques, en fait, dans ce cas-là. Exactement. Je parle des banques, essentiellement les banques. Et même parfois, on peut se heurter dans son projet. Il faut y croire, ça c'est la première chose. Je m'en rappelle parce qu'on avait fait un investissement en 2018. C'était une colocation de 5 chambres. Et, je vais donner la ville, on s'en fiche. C'était à Beson. Et en fait, on avait fait venir un agent immobilier après travaux. Parce que moi, j'avais pris goût. Je faisais mes estimations avant, après travaux pour voir à l'heure combien ça vaut. Et en potentiel locatif, on lui expliquait notre projet. On lui disait que la chambre, on allait la louer 600 €, charges comprises, avec du ménage, des services Netflix, ce genre de choses, qui est devenu finalement très courant en colocation aujourd'hui. Mais il faut se dire qu'à l'époque, tout le monde ne proposait pas ça. Voilà. Et lui, il nous disait, mais jamais vous louerez à ce prix-là, c'est 500 €. Donc en fait, il nous voyait 20% en dessous. Or, notre colocation, elle a toujours été pleine. On n'a eu vraiment aucun souci à louer. Et pour le coup, il faut croire en son projet. Et ce même projet, on était allé consulter notre banque qui nous avait financé notre premier projet, qu'on avait fait passer en résidence principale à l'époque. Et qui nous disait qu'en fait, finalement, on avait présenté le projet, mais que ça faisait marchand de sommeil pour eux. En fait, finalement, ils n'y croyaient pas non plus. C'est pour ça qu'il faut resituer. Ça paraît très, très proche de nous, mais à l'époque, 2017-2018, c'était pas aussi démocratisé la colocation, alors qu'aujourd'hui, il y a des banques qui financent ce produit, clairement, qui font des pubs, alors qu'à l'époque, c'était assez, on va dire, hybride ou exotique. Ils avaient plus en phase 2 des investisseurs pour un studio, un T2, un immeuble, peut-être. Mais, ou du Airbnb, de la location saisonnière. C'est ça. Et même la location saisonnière, c'était compliqué à être prise en compte à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe avec toutes les réglementations qui se font. Et comme elles couvrent du risque, les banques, donc, elles aiment bien une gestion, comme on dit, un bon père de famille, quelque chose de simple, qu'elles comprennent, que tout le monde comprend. J'adore. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette super riche introduction. Là, attends. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de te demander, en fait, c'est quoi pour toi? C'est une question que je pose à tous les invités sur le podcast. C'est quoi ta définition de l'abondance? Alors, la définition de l'abondance, pour moi, j'associe ça à la richesse, qui n'est pas forcément matérielle. Bien sûr, il y a la partie enrichissement financier,
il y a la partie aussi de pouvoir, enfin, moi, ce que j'ai découvert, c'est de pouvoir décorréler mon temps de l'argent généré. Yes. Et pour vous faire l'exemple, en fait, j'ai revendu mon premier bien parce que je faisais partie d'un groupe d'investisseurs et je leur ai dit, voilà, là, j'ai une agence qui est venue estimer le bien à 185 000 euros et je leur dis, ben voilà, le bien, moi, je l'avais payé 130 000 euros, tout frais compris. Et je leur dis, bah, j'hésite. Il me dit, mais il faut que tu changes ton mindset, vends. Parce que clairement, le cash flow que je faisais sur ce bien-là, je pense qu'on était de l'ordre de 500 euros, puisque j'avais commencé à bien tourner. C'était un petit T2. Enfin, il y avait deux couchages. Enfin, non, je vais bien m'exprimer pour ceux qui font de la location courte durée. Il y avait 2 voyageurs qui pouvaient dormir dans les lits. Ok. Voilà. Et voilà, en vitesse de croisière, j'ai atteint mes 500 euros. Et là, je me dis, mais au final, j'étais à peu près, pour être exact, j'ai fait 47 000 euros de plus-value. Je me dis, mais ces 47 000 décomposés, c'est combien de cash flow d'année à 500 euros d'exploitation, de potentielle réparation à faire, voilà. Et là, on se dit, mais c'est waouh. Et même en niveau d'épargne, ça m'a fait un boom. Je me dis, mais je gagne des années d'épargne. Vraiment. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai levier qui permettait de décorréler son temps de l'argent. Et pour moi, j'associe l'abondance à ça, au fait de me dire que je décorrèle mon temps de mes revenus, ce qui me libère aussi du temps pour d'autres passions, d'autres envies et d'autres projets pour pouvoir continuer à se développer. Ok, génial, merci beaucoup. Par rapport à ton parcours, en fait, il y a une chose que tu dis, dès le début, en fait, tu as été te former, tu as été voir comment font les gens. Et je me souviens, en fait, au début, quand vous êtes rentré dans la formation, qui était la maîtrise de Cédric Anissette, c'était en 2000. Je crois que j'ai fait la 14 en 2013, j'ai fait le séminaire, je crois, en 2013. Ok. Et je me souviens, vous m'en aviez parlé, Laurent m'en avait parlé en me disant, mais Clé, on a été un truc, mais c'était un truc de fou et tout. J'étais là, mais attends, c'est quoi ce truc? Et moi, ça m'a appris, je suis rentrée, je crois, dans cette formation en 2016. Tu vois, et j'étais un peu perplexe, moi, je n'y connaissais rien, tu vois, à ce monde-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu tombes sur ça et tu te dis, ok, j'investis? Je me suis dit, il faut apprendre à miser sur soi. Et j'avais envie de miser sur moi. Je l'avais fait à travers les études. Parce que je suis issue d'une famille dans laquelle, voilà, on vivait de manière modeste. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit que pour pouvoir me sécuriser dans la vie, que j'avais besoin d'avoir un salaire, un bon salaire. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers l'école de commerce dans un premier temps. Et puis après, je me suis dit, ok, c'est bien, tu touches tes premiers 2000, 2100 euros au début dans la vie active. Et je me suis dit, ouais, ok, mais c'est l'envie de plus, l'envie d'aller plus loin, de toujours se dépasser. Et j'avais mes ambitions. Et même, je trouvais que j'avais besoin de progresser au niveau du boulot. Et je crois que j'avais eu mes premières augmentations. Et même quand j'en parlais à mes collègues, c'était pas des grosses augmentations finalement qu'il y avait. Et je me suis dit, mais comment je pourrais augmenter mes revenus différemment aussi? Il y a eu cette notion-là qui est venue. Et surtout, le fait d'avoir lu le e-book de Cédric, ça a vraiment semé des graines chez moi en me disant, mais en fait, il y a d'autres moyens de s'enrichir. Moi, c'est la pierre qui m'a parlé vraiment. Il y a d'autres leviers encore. Toi qui es dans l'infopreneuriat aussi, c'est un levier d'enrichissement. Clairement. Également. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ce cheminement. Et après, le fait d'aller dans des rencontres, il y a eu le séminaire, et là, on rencontre des gens qui sont millionnaires, et millionnaires de là où je viens, pour moi, c'est tellement gros. Alors qu'aujourd'hui, être millionnaire, faut se rendre compte, et moi qui suis acheteur aussi, c'est du chiffre d'affaires. Oui. Et encore plus quand on se dit, ok, un millionnaire qui vend des produits physiques, il doit déduire l'achat de ces produits, et finalement la marge est plus on va dire, plus petite que quelqu'un qui fait de la prestation de service à 1 million, où en fait, on va dire, il a très peu de coûts, de charges, de coûts fixes. Bien sûr. Voilà, donc ça m'a fait prendre conscience de tout ça, et surtout de se dire que c'est possible. Parce que quand dans ton entourage, venant d'un milieu modeste, tes pairs, on va dire, le groupe dans lequel tu as grandi, tu n'as pas forcément des millionnaires autour de toi, y avoir accès, échanger et se rendre compte que ce sont des gens comme toi et moi, finalement, pour certains qui
qui se sont faits tout seuls. Et tu te dis, en fait, que c'est possible. Ok. Et autour de toi, il y avait des gens qui avaient déjà investi dans l'immobilier? Je réfléchis, il y avait mes parents. Ok. Et ils avaient fait une mauvaise expérience. Ils avaient acheté dans le 93 à l'époque, dans une zone qui n'était pas top et qui l'est encore moins aujourd'hui. Et ils ont perdu de l'argent. Et donc, ils avaient été vraiment échaudés. Ça, ils me l'ont raconté à l'époque. Et c'est bien parce que ça sert de leçon. Et même les rencontres, le fait d'avoir évolué en école de commerce, mine de rien, tu vas rencontrer des gens qui sont d'origine sociale, de CSP, qui sont plus élevés, en tout cas qui étaient plus élevés que la mienne. Juste pour préciser, CSP, c'est catégorie socio-professionnelle. Oui, je parle en langage codé. Merci Clélia Avec plaisir. Non, mais voilà, c'est du langage courant pour nous, mais je précise quand même pour ceux d'entre vous qui en auraient besoin. Mais oui, c'est ça en fait. J'ai également été en école de commerce et c'est vrai que, j'ai fréquenté des gens qui avaient, je sais pas, dont les parents avaient des moyens de dingue, tu vois. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais étudiante, j'avais mon studio à Toulouse. Je sais pas, tu faisais peut-être 25 mètres carrés. Enfin, déjà, j'étais hyper contente. Ouais. Et j'avais un de mes potes, je me souviens, qui avait un 80 mètres carrés dans un appart haussmannien, dans le plus beau quartier de Toulouse. Et je me disais, mais attends, mais c'est quoi ces gens? Tu vois, enfin, ça me paraît juste dingue. Ça me paraissait dingue de me dire, mais waouh, en fait, j'avais jamais fréquenté des gens dont les parents gagnaient autant d'argent avant de rentrer en école de commerce. Donc, c'est sûr que ça crée vraiment, tu vois, c'est vraiment un choc de culture, j'ai envie de dire. Exactement. Clairement, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça n'a pas été simple. Moi, j'avais mon pourquoi en tête de me dire, ok, moi, quand je fais ça, je vais accéder à telle boîte et pour avoir tel niveau de revenu que j'aurais pas si je ne fais pas ça. Ouais. Donc, c'était clairement, j'avais des œillères et mon chemin, il était tout tracé. Et c'est vrai que, oui, clairement, on n'a pas les mêmes habitudes. De toute façon, pour fréquenter les lieux, il faut de l'argent, mais à cette époque, clairement, j'en avais pas du tout. C'était mon prêt étudiant, plus mes jobs d'été et ma bourse qui permettaient de financer mon train de vie. Et même, j'avais demandé un job étudiant à l'école pour pouvoir réduire les mensualités des coûts de l'école de commerce aussi. Ok. Donc, clairement, ceci dit, ça m'a beaucoup appris. Et d'ailleurs, ce qui aussi a fait mon cheminement dans l'immobilier, c'est d'échanger avec des gens qui ont fait et pour qui les parcours t'inspirent. Typiquement, en stage, j'ai rencontré une nana et elle vivait en plein Paris, 14e. Et en fait, je lui ai demandé comment elle avait fait. Elle me disait, tu sais, moi j'ai commencé par une chambre de bonne. Elle a acheté toute seule sa chambre de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. Elle l'a revendue pour un studio. Après, elle a fait un T2. Okay. Et en fait, elle était sur un marché croissant. Donc certes, il y a eu le marché parisien qui a vraiment flambé. Mais dans le même temps, on n'oublie pas qu'elle est passée à l'action et qu'elle a fait les choses pour ensuite se payer un 80 mètres carrés dans Paris 14e. Ouais. Et donc c'est là aussi, je me suis dit, ok, il y a l'importance de commencer tôt aussi. Et dans une zone, dans un bon secteur. Ok. Ce que tu as dit quand tu t'es présentée, tu as dit que dès que tu as commencé à gagner de l'argent, en fait, tu as économisé énormément pour justement te dire, ok, je rembourse mon prêt étudiant. Qu'est-ce qui fait que, voilà, tu démarres, tu as de l'argent, beaucoup plus d'argent j'imagine que tu n'en as jamais eu par rapport à ce que tu disais. Qu'est-ce qui fait que tu as cet état d'esprit de te dire, ok, j'économise? Tes parents t'ont formé à ce niveau-là. D'où ça te vient? Alors, je pense que ça me vient du fait que, si tu veux, mes parents sont divorcés. Et je crois que j'avais peut-être 12 ans quand ils ont divorcé. Et pour le coup, j'ai vu ma mère devoir gérer moi, mon frère, ma sœur. Ça n'a pas toujours été simple. Elle a fait en sorte, et je n'en remercierai jamais assez pour ça, de déménager dans le sud du 92, dans une banlieue beaucoup plus riche, beaucoup plus cossue, avec plus de moyens. On était en école publique, mais quoi qu'il arrive, là où on était avant, Clichy-sous-Bois, il n'y a pas les mêmes moyens de toute façon que dans le 92. C'est le département le plus riche de la région Île-de-France, donc il n'y a pas photo. Et j'ai vu que c'était compliqué au niveau du quotidien. J'ai vu le fait que des fois, il n'y avait pas. Et moi, je me suis toujours promis qu'il y aurait. J'avais envie d'aider déjà, d'une part. Et puis, je ne sais pas s'il y a peut-être le rôle de grande sœur et de vouloir
donner l'exemple et d'accompagner. Et même historiquement, moi, ma grand-mère a fait venir ses enfants en France pour qu'ils aient une vie meilleure. Et je sais que ça n'a pas été facile dans son parcours à elle. Et j'ai envie de faire honneur et de respecter ça. Et de chérir ça. Je pense que ça vient de là. Ok. J'adore. C'est beau ce que tu partages. En fait, c'est vraiment cette envie d'inspirer aussi et de... quelque part de remercier à travers ce que tu vas pouvoir redonner à ceux qui t'ont donné toi quand tu en avais besoin en fait. Tout à fait. Ok. Et en plus de ça, l'immobilier, ce que ça m'apporte, contrairement à par exemple la bourse, si je compare, clairement, moi ça me fait plaisir. Déjà, je m'éclate dans l'agencement des espaces, la décoration de l'intérieur, le homestaging, mais aussi le fait d'avoir des locataires satisfaits qui sont contents à la fin, ça te rend fier dans le sens où tu te dis que tu as eu un impact positif dans la vie des étudiants, puisque pour le coup, c'était étudiants ou jeunes actifs. Okay. Et que moi-même, je me dis que j'aurais aimé pouvoir vivre ça, avoir des propriétaires présents aussi. Bon, chose que j'ai eue en vrai dans mes études, j'ai pas eu de problème avec mes propriétaires. Mais en tout cas, je sais que j'offrais un confort certain. Même à un moment, avec Laurent à l'époque, on se disait, mais nos locataires, ils sont mieux que nous. On n'avait pas de lave-vaisselle à l'époque, nous. Chez nous, quand nos locataires avaient un lave-vaisselle, par exemple. J'adore. Je trouve ça vraiment super, génial, tu vois, de voir que finalement, on pourrait se dire, ok, ton objectif, c'est juste de faire de la thune, comme on dit, tu vois. Ouais. Et tu vois, il y a beaucoup dans l'imaginaire ce truc du propriétaire limite véreux, tu vois, qui est juste là pour s'en mettre plein les poches. Ou marchand de sommeil. C'est ça. J'ai eu beaucoup ce retour-là, surtout dans le principe de colocation, alors que tout le monde connaît Friends, mais bon. Oui, c'est ça. Et franchement, pour avoir beaucoup vécu à l'étranger, en fait, c'est juste normal. En fait, c'était des pratiques qui n'étaient pas encore vraiment installées en France, mais même en école de commerce. Quand on était en école de commerce sur Toulouse, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la coloc, tout simplement parce que ça revenait moins cher, en fait. Oui, carrément. J'avais une amie qui était en colocation, là. Tout à fait. T'as raison. J'avais même en école, pour te dire, le shift entre moi, là d'où je viens et certains, t'avais des parents, pour les logements étudiants, ils achetaient le studio pour qu'ils puissent faire leurs études. Mais oui, je m'en souviens. Mais exactement. C'est vrai que ce mec-là dont je parlais, ses parents avaient acheté l'appartement. J'étais là, ok, d'accord. Okay. En vrai, je me suis dit, mais c'est trop cool. Et du coup, je regardais dans les agences, les prix, à l'époque, c'était quoi ? C'était 50 000 € un studio. Et je me suis dit, en fait, ils ont trop raison. Mais oui. Moi, demain, si j'ai la possibilité de le faire pour ma fille, let's go. J'adore. C'est super intéressant ce que tu décris. En fait, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que plutôt que t'es vraiment dans cette ouverture de voir comment les gens fonctionnent et avec cet objectif de comment devenir riche, en fait, d'être vraiment ouverte à voir quelles sont les best practices que tu peux adopter, en fait. Exactement. Tout à fait. Je trouve ça... En fait, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Bon, ça peut être dans les livres, en vrai, c'est pas forcément du physique, on peut avoir des mentors dans les livres. Et puis après, dans l'entourage quotidien, et clairement, en école, il y avait des personnes inspirantes et c'était intéressant de voir comment ils fonctionnaient. Ou même au travail, justement, l'exemple de la nana qui a acheté en plein Paris, et elle m'expliquait volontiers. Et même, j'ai un autre cas encore. Et là, ça nécessite... de bouger géographiquement, c'était très drôle. J'étais dans une société d'agroalimentaire, qui c'est Cadbury. Maintenant, je crois que ça a changé de nom encore. Et là, il y avait une collègue qui avait une mobilité à Paris, parce que le siège était à Paris. Et je l'entends dans une conversation qui dit quoi, mais toi, t'as pas acheté ton appart et tout? Mais moi, il est déjà payé. Elle avait peut-être à peu près 42 ans. Et elle avait acheté son appartement toute seule. Et en fait, t'apprends qu'elle était en Suisse avant et que, voilà, elle a banqué. Et tu te dis, ok, en fait, ça t'ouvre des nouvelles connexions neuronales où tu te dis, ok, mais il y a d'autres moyens. Et en fait, elle allait en Suisse, donc après, tu te renseignes, puisque moi, je suis très curieuse et très tapée sur Google les choses pour regarder un peu le salaire moyen en Suisse. Enfin, voilà. C'est une idée qui n'est pas restée, qui n'a pas germé chez moi, mais elle était là. Et tu te dis, en fait, il y a plein de moyens d'arriver à ses objectifs, en fait. Bon, elle avait choqué tout le monde.
C'est très marrant. Je trouve ça génial et franchement, c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur en fait de te faire intervenir sur le podcast en fait parce que je trouve que t'es vraiment quelqu'un, t'es très très lumineuse et très généreuse dans ce que tu partages. Et d'ailleurs, ça s'entend dans tu vois dans tout ce que tu dis, t'es transparente sur les chiffres. Enfin, t'expliques vraiment en fait comment tu as fait et ça, je trouve que c'est vraiment hyper riche. Tu parlais au début du fait d'avoir je la refais. Tu parlais en fait au début de ce premier appartement dans lequel tu as investi avec ton père et tu disais il y a parfois des coups durs. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à justement surmonter ces coups durs et que tu te laisses pas dépasser par ces coups durs, tu vois ou... Ouais, cette première invest. Donc j'ai acheté ce bien-là toute seule avec mon CDI. Mm-hmm. Et en fait, mon père était dans les travaux et donc du coup, il s'est proposé et j'ai eu de la chance aussi. Il y a eu ma famille, mes amis qui sont venus faire de la démolition avec moi. Et là où c'était compliqué, c'est comme mon papa, à un moment, il n'a pas pu suivre comme il voulait faire les travaux. Mais c'est là où tu dis, ok, j'ai des mensualités de crédit qui démarrent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le podcast, j'avais déjà fumé toutes mes économies. Donc après, c'est là, tu dis, bon, est-ce que je fais un crédit conso ? Super, le démarrage et tout. Okay. Et donc après, on a rogné sur les coûts. Et puis voilà, j'ai mis la main à la pâte aussi. Donc le matin, à 7h30, je partais pour le Roi Merlin, pour aider mon père, pour que ça aille plus vite. J'étais tout le temps dans le chantier. D'ailleurs, Laurent me dit souvent, il m'avait offert une paire de baskets à l'époque, que j'ai toujours. Et il me dit, mais pourquoi tu ne la nettoies pas ? Mais pour moi, elle est tellement symbolique. J'adore. Dessus, j'ai une petite trace de peinture de chantier. Mais pour moi, c'est moi, c'est mon histoire et je les kiffe comme ça. Je me suis écartée du sujet, mais voilà, je trouve. Non, mais je trouve ça chouette, tu vois, je trouve ça chouette, tu vois, d'avoir cet ancrage finalement. Ces chaussures qui représentent en fait... Le charbon. Mais oui. Le charbon, c'est ça. La résilience, et puis voilà, c'est un accomplissement, c'est aussi une fierté personnelle de Bien dire sûr. qu'on a... c'était le premier. Ouais, exactement. C'était le premier. Je me souviens de cet appartement. Il était canon. Ouais, je me rappelle, on était allés faire nos shootings photos pour l'immobilier sans complexe. Ouais, il était canon cet appart. Franchement, je me souviens quand j'ai vu le avant-après, mais j'étais bluffée. Et justement, en fait, donc aujourd'hui, dans tes activités, tu as des activités de homestaging. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur les services que tu proposes aujourd'hui et ce que tu fais en fait aujourd'hui à côté de l'achat-revente. Ok, très bien. Alors, en fait, j'ai créé l'agence Maison Claire Homestaging qui en fait aide les propriétaires, les investisseurs, bailleurs, soit à mieux louer ou à mieux vendre. En fait, dans le cadre d'une vente, puisque j'ai une activité de marchand de biens depuis 2 ans et demi, j'ai une société de marchand de biens avec mon conjoint, dans lequel notre spécialité c'est d'acheter des biens à retaper, tout à refaire, de les faire rénover, je dis bien faire rénover. Là, tu mets plus tes chaussures, tes baskets de... Faire rénover. Voilà, après, il faut avoir une bonne équipe en face d'artisans et bien sûr assurer un suivi, ça c'est sûr, il faut. Et ensuite, on les revend. Mais la revente, elle se fait clé en main, c'est-à-dire que moi, je vais travailler déjà tous les plans au moment de la rénovation. Il y a une réflexion sur, on a acheté dans tel lieu, qui est-ce qu'on va cibler ? C'est important de connaître ta cible au départ, mais comme dans tout en fait. Mais ouais. Et de pouvoir agencer le bien par rapport à la cible que tu as définie, en optimisant les espaces, en créant des espaces clairs aussi, avec une décoration qui va permettre de parler au plus grand nombre dans ton marché. D'accord. Et donc l'objectif, déjà d'une part, c'est d'accélérer la vente, de limiter les négociations. En plus, c'est encore plus vrai dans le marché dans lequel on est actuellement immobilier. Et aussi, ça va permettre d'avoir un maximum de visites. Qui dit plein de visites, dit multiplication du nombre d'offres. Et aussi, d'offres au prix. Et c'est vrai que, en fait, je m'en suis rendu compte à travers les différents investissements qu'on a faits, puisqu'il y en a qu'on a revendus, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. Et on voyait que les biens partaient très vite, en fait. Et moi, je suis convaincue pleinement
que le homestaging permet de déclencher le coup de cœur et de vendre rapidement et au meilleur prix possible. Ça, c'est la clé. Donc, j'ai commencé par moi-même, donc c'est éprouvé. Et maintenant, j'accompagne tout investisseur qui peut être marchand de biens ou investisseur qui souhaite revendre son bien pour l'accompagner à revendre mieux. Ça va passer par de la prestation. Ça peut être un diagnostic dans lequel moi, je vais venir et je vais émettre toutes mes recommandations avec ce qu'il doit faire en termes d'agencement, de petits travaux, s'il y a des petits travaux à faire, et lui conseiller le mobilier adapté au niveau du format, de la taille par rapport à la pièce, des couleurs, voilà, tous ces éléments-là pour que ce soit un univers cohérent qui crée le coup de cœur. Ça, c'est la première chose. Après, lui, il fera lui-même, donc ça, c'est la version diagnostique. Donc, c'est une prestation, on va dire, mi-chemin, où moi, je lui apporte mon conseil, et lui, après, va faire. D'accord. Et après, il y a le niveau où là, c'est la prestation de homestaging clé en main, où il me délègue. Il me faut 15 jours pour intervenir, meubler l'appartement. Ah ouais, c'est rapide. On le fait shooter, et bam, on le met en commercialisation. Soit ils le commercialisent par eux-mêmes, ou soit on passe par agence. L'idée, c'est d'aller vite. Surtout sur un marché aujourd'hui où les taux augmentent tous les mois et les capacités des acquéreurs diminuent. Bien sûr. Voilà, mathématiquement. Et c'est hyper important de pouvoir aller vite sur ce marché-là. J'adore, c'est super intéressant. Et tu te bases uniquement sur ton expérience, sur ce homestaging, ou est-ce que tu as fait des formations? J'ai fait une formation. Il y a mon expérience, bien sûr. J'ai fait des formations avec des homestagers. Il y en a une, c'était une homestager anglaise. Et j'ai fait une formation avec une Française qui s'appelle la Homestaging Academy. D'accord. En fait, elle te donne, on va dire, des clés un peu plus techniques pour t'organiser, pour aller vite, pour proposer justement de faire un homestaging sous 15 jours, quoi. Donc, c'est une approche qui m'a permis on va dire, de professionnaliser ce que je faisais déjà et de pouvoir asseoir justement mes compétences pour pouvoir proposer ces services-là. D'accord. C'est vrai que la formation, elle est toujours clé. Moi, je mixe toujours les deux. Je trouve que c'est le combo parfait. Ouais, je te rejoins également. C'est vrai que, on se forme toutes les deux beaucoup. Et c'est vrai que vraiment, je trouve que dans la montée en compétences, c'est vraiment un plus. Pour moi, c'est indéniable que le fait de m'être formée au coaching, ça me permet de mieux accompagner mes clientes aujourd'hui qu'il y a 5 ans. En fait, ça n'a rien à voir. Exactement. Pareil, la qualité de mes homestaging, elle est beaucoup mieux. On va me dire que c'était bien ce que je faisais avant, mais moi, je me rends compte du chemin parcouru dans la sélection, dans le soin que je vais y apporter, et des détails auxquels, là, je suis beaucoup plus pointilleuse, en fait. Et bien sûr, tout en restant dans... Ça, c'est ma déformation du métier d'acheteuse, mais je vais toujours être dans l'objectif de le faire à un coût maîtrisé. Voilà. Parce que le homestaging, ça va pas être de la décoration, où là, tu vas viser à répondre vraiment au goût de la personne qui vit sur place, et donc ce sera hyper personnalisé. Le homestaging, à l'inverse, l'idée, c'est de dépersonnaliser, de faire une déco coup de cœur pour plaire au plus grand nombre, puisque l'objectif final, c'est de revendre, ou alors de louer à ta cible. C'est super intéressant parce que du coup, finalement, tu vas là sur ce truc, on pourrait se dire, c'est de la décoration, mais tu gardes vraiment en tête l'objectif qui est, comment je dégage le plus de cash avec ce bien pour moi ou pour mon client, en fait. Exactement. Et toute personne qui a besoin de débloquer une vente, surtout en ce moment, où il y a des biens qui traînent depuis 6 mois, 1 an, clairement, le homestaging, ça peut être une très bonne solution. En fait, si tu veux, tu peux voir sur les sites d'annonces typologiques, il y a beaucoup de propositions de 3D, aussi, pour que les gens puissent se projeter, mais parfois c'est pas suffisant et ça peut être déceptif lorsque tu arrives sur les lieux, surtout pour des personnes qui n'arrivent pas forcément à se projeter. La 3D, c'est une chose, mais arriver avec une proposition complète, clé en main, où là ils n'ont plus à réfléchir, parce que la géométrie dans l'espace, elle est là physiquement, tu vois tous les meubles, tout est meublé, c'est top. Typiquement, notre dernière opération en marchand de biens, ils veulent acheter tous les meubles. Et ils n'achetaient pas s'ils n'avaient pas les meubles avec. Donc c'est pour te dire à quel point c'est important. C'est important. Génial. Merci beaucoup.
Je sais aussi que tu as une activité de chasseuse immobilier. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui fait que tu es rentrée là-dedans? Expliquer qu'est-ce que tu fais et quels sont les challenges peut-être aussi que tu rencontres dans cette activité. Alors après, effectivement, mes 10 ans là, j'ai démissionné. J'ai démissionné pour me lancer pleinement dans l'immobilier puisque j'évoluais dans cet écosystème depuis très longtemps. Et je me suis dit à un moment donné, je trouve des opportunités, je sais pas quoi en faire, des fois. Parce qu'à un moment donné, quand bien même la banque te laisse, t'es pas illimité dans tes opérations, déjà d'une part. Et je me suis dit que ça pourrait être une très bonne idée de pouvoir justement mettre à profit mon expertise, mon expérience auprès de personnes qui démarrent tout simplement, par exemple. Et aujourd'hui, les clients que j'accompagne, il y a plusieurs typologies. Ça va être soit des personnes, c'est leur première acquisition, et donc elles ne savent pas du tout par où commencer. Ça peut être de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Et moi, mon rôle là, ça va être, par exemple, pour un premier achat de résidence principale, c'est de les aider à bien acheter, à sécuriser leur achat, de ne pas se retrouver, s'ils veulent vendre demain, à se dire, voilà, j'ai payé mon bien à 20% trop cher, par exemple, ou je ne peux pas le revendre. Ou alors, il y a des travaux, j'ai acheté, mais je me mange 8 000, 10 000 euros de travaux, où les charges sont trop élevées. Il y a vraiment un audit qui est fait sur la recherche. Et moi, j'étudie vraiment tous les documents qui vont permettre, en fait, de pouvoir donner un conseil, justement, à l'acquéreur et de l'orienter au mieux dans son projet et dans la zone dans laquelle il souhaite investir. Donc, ça va être ça comme profil client. Je vais avoir des profils qui sont trop loin géographiquement de leur lieu d'achat et qui vont me déléguer finalement, je serai leurs yeux et leurs oreilles sur place. Vraiment des investisseurs du coup dans ce cas-là. Ouais, ou ça peut être, tu vois, des personnes qui cherchent des pieds-à-terre. Tu vois, par exemple, t'es dans le sud. Moi, j'avais en ligne un client, lui, il était dans le sud et en fait, ses filles allaient venir faire leurs études dans Paris et il voulait leur acheter un pied-à-terre. Tu vois, ça revient à l'époque du parent qui achetait. Voilà, c'est bon, maintenant je discute avec eux. Et bientôt, ça sera ton tour. J'adore. Voilà, t'as ces personnes-là aussi qui sont trop loin géographiquement du lieu d'achat. Ou alors, t'en as qui sont dépassés, qui n'ont pas le temps. Qui n'ont pas le temps de gérer ça et qui te délèguent justement la recherche. Et au même titre que tu peux déléguer ton mariage à un wedding planner. Ok. Voilà. Ok, d'accord, j'adore. Et une question qui me vient en t'écoutant. Tu es une femme noire. Et comment ça se passe en fait pour toi dans ce type d'environnement, tu vois? Je rigole parce que ça a été très longtemps, un biais. Un biais. Je me rappelle quand je faisais mes entretiens pour des stages à l'époque, où j'avais en tête, mais je suis la seule noire et tout, comment ça va se passer? Donc quand tu étais étudiante en fait? Quand j'étais étudiante même. Mais parce que aussi j'avais l'ancrage, après chacun réagit différemment, mais moi c'est ma manière dont j'ai réagi à l'époque. C'est ma maman qui disait, mais t'es noire, il va falloir faire 2 fois plus. Alors je dis pas que c'est faux. On l'a tous entendu. Je dis pas que c'est faux, hein. Mais je sais que moi ça jouait dans ma tête. Et donc du coup, quand j'arrivais dans un endroit, je sais que les premières étapes, c'était de me concentrer et de voir quel était mon environnement. Et après, j'ai dépassé ça en me disant, mais en fait, meuf, là, concentre-toi juste pour tout péter. Vas-y, va tout péter. Et je crois mon déclic, c'est parce que, moi, je suis... Alors, je sais pas si c'est lié au fait que je sois Gémeaux. Mais en gros, à l'époque, moi, j'avais fait... Avant de faire une école de commerce, je faisais de la finance. Parce que je kiffe les chiffres, hein, donc voilà. Hein. C'est cohérent, en fait, finalement. J'aime les chiffres. Sur le papier, en cours, j'aimais les chiffres. Et j'ai fait un premier stage en contrôle de gestion et j'aimais pas du tout ce qu'elle faisait, les Excel croisés et tout. Et je dis... Ça, c'était ma vie. Et je dis à la nana en face de moi, et je trouve, ça va revenir à un autre sujet, et je lui dis, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Elle m'a dit, ouais, et puis après j'ai passé le DCG, c'est ça? Le diplôme. Voilà, elle, son projet après, à terme, c'était d'être expert comptable. Elle avait son chemin. DCG, Au même titre que moi, j'ai trouvé mon chemin dans l'immobilier, elle avait son chemin tracé. Et moi, je me suis regardée, je me suis dit, mais Vanessa, t'as une boule au ventre, t'es pas bien, mais tu veux pas faire ce qu'elle fait. Non pas pour dire qu'il faut copier, mais se dire que ça l'inspire ce qu'elle fait. Mais moi, quand je viens là, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Donc au bout de 3 jours, je suis allée voir un stage. Et c'était dur. J'imagine. Pour lui dire, en fait, non.
En fait, si je veux partir, elle me dit, tu veux faire quoi? Bon, écoute, j'ai fait des achats. Écoute ce que je dis. Je veux faire du marketing. Voici ce que je dis à la personne. Donc, elle me fait rencontrer la RH. Elle regarde mon CV. Elle me dit, mais non, en fait. Il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de marketing. Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai dit, OK, je pars. Et j'ai recherché un autre stage. Et après, j'étais en mode, vas-y, il faut tout péter, tu vas faire du marketing. Et donc, je regardais plus ma couleur, tout ça. Et en fait, j'ai été prise au printemps. Après, j'ai été prise dans une autre marque, après, où finalement, je suis allée, de cosmétiques, qui était à rue de la Paix. Donc, on est quand même dans un quartier, c'est du luxe, quoi. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, ça m'a fait shifter parce que je me suis plus concentrée sur mon objectif. Et tout ça, après, je me suis dit, c'est du bruit. La couleur, après, c'est devenu juste du bruit. Okay. Et qu'il faut y aller. Faut y aller, faut pas se poser de questions. En tout cas, sur sa couleur. Ouais. J'ai pas de doute qu'il y a plein d'autres questions que tu te poses en tant qu'entrepreneur et investisseur, mais... Et après, encore plus, j'ai envie de dire, quand tu es sur de l'investissement, il y a ce que les Américains appellent le money talk. Oui. Après, l'argent, la couleur, c'est plus quelque chose qu'on regarde. Typiquement, on s'est rendu compte, avec Laurent, on cherchait dans le Valois une location. Et on a vu que c'était très compliqué. On cherche un achat, c'est très simple. Voilà. Non pas qu'on n'ait pas trouvé, on a trouvé, mais à mon sens, on aurait dû trouver plus vite. Okay. Après, j'entends que le marché est ultra tendu là-bas, il y a plein d'autres critères. Oui. Mais on n'occulte pas le fait que ça ait pu jouer quand tes revenus sont bien au-delà du montant du loyer. Enfin voilà, on ne te rappelle pas. Enfin bon. Voilà. Oui. Oui, on sait ce que c'est. On a tous eu l'occasion de chercher un appartement en région parisienne. Et... Coucou. Voilà, et surtout pour ceux d'entre nous qui ont des parents dans les DOM, bon. Oui, on ne prend pas de caution à l'étranger. Bon, voilà, c'est... Bon, les DOM, c'est l'étranger. Voilà. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, finalement, ne pas se laisser... en fait, se dire, OK, je vais tout péter et... je m'en fous finalement de ce que les gens vont penser, je m'en fous des a priori qu'ils peuvent avoir. Moi, je suis là pour atteindre mon objectif en fait. Et en gros, tu t'es vraiment départi finalement de toutes ces croyances associées. C'est ça. Il faut croire en ce que tu dis, en l'histoire que tu vas raconter. Je pense que c'est le plus important. Ok. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi tes rêves? Waouh, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que sont mes rêves? Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir être totalement libre. Ok. La liberté, c'est quoi? Moi, c'est plus dans le voyage, vouloir pouvoir voyager comme je veux, quand j'en ai envie. Pour ça, ça nécessite encore un peu de charbon, un peu de chasse, un peu d'homesteading. Encore un peu d'investissement. À ceci près que je tiens quand même à faire un disclaimer, ça c'est mon opinion, mais que on vous vend beaucoup, c'est très... ces dernières années là, sur les réseaux sociaux, on me vend beaucoup de liberté, d'indépendance. Et finalement, je me suis rendu compte qu'avec le temps, par exemple l'immobilier, alors oui, ça va permettre de décorréler. Oui, on peut scaler. Ça veut dire on peut pouvoir se développer de manière exponentielle sans travailler dans son business. Mais c'est pas passif. Il faut bien dissocier ça. Et je trouve que c'est hyper important pour éviter les désillusions. Oui, merci de le préciser, Vanessa, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc, oui, l'immobilier c'est passif, etc. Mais il y a énormément de travail. La dernière méthode pour te faire quitter ton job, alors que c'est la dernière chose qu'il faudrait faire. En vrai, c'est se sécuriser d'abord. C'est important de poser chaque pierre. On peut pas... on peut, je dis on peut pas. On peut brûler les étapes, mais ça comporte des risques. Et je trouve que très souvent, ils omettent... après, l'idée, c'est de vendre, hein, bien sûr. Mais je trouve que c'est important de restituer les choses et qu'on n'a rien sans travail.
Ouais, merci de le préciser. Parce que je parle beaucoup de manifestations, de croire en soi, etc. Mais je travaille énormément. Toi-même, tu travailles énormément. Et oui, clairement, en fait, au bout d'un moment, bah, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, tu vois. Enfin, il faut aimer du tien. C'est ça. Et c'est important. C'est ça. Parce que tout ça, là, qu'on raconte, les chiffres, machin, derrière, c'est des visites le midi, le soir. Même là, je venais d'accoucher. Après, elle avait peut-être 3 mois. Ma fille, on était chez le notaire avec nous. Enfin, voilà, elle est sur les chantiers. J'adore. C'est pas elle toujours, est déjà dans le game, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est pas toujours des trucs de bébé. Même si maintenant, on veille à ce que ce soit plus équilibré, tout ça. Mais de toute façon, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des phases où tu es en déséquilibre. C'est obligé. Parce qu'il va falloir travailler, mettre du charbon. Ouais, carrément. Je ne peux que plus soyer ce que tu dis. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, déjà millionnaire? À crédit, ouais. Voilà, moi je mens pas. Merci beaucoup pour ta transparence et tout ce que tu as partagé dans cet épisode. Franchement, je suis hyper contente. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à recevoir Vanessa aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui s'appelle Agence Maison Claire. Ok, super, merci beaucoup. Et vous le savez, j'ai toujours cette question pour mes invités chaque fois que je les reçois dans le podcast. Alors Vanessa, cette question, c'est la suivante. Le monde entier peut t'entendre. Quel est ton message au sujet de l'abondance? Mon message, c'est déjà d'une part qu'il faut s'écouter, faire des choses qui nous plaisent et bien sûr qui rapportent de l'argent. Si vous voulez, en tout cas, viser l'abondance sur la partie financière et toujours de trouver cet équilibre parce que c'est important aussi de ne pas s'oublier sur ce chemin-là. J'adore. Il y a du vécu. Ouais. C'est important. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as envie de... Est-ce qu'il y a autre chose, un mot de la fin que tu as envie de préciser? C'est pas une obligation. Alors je dirais, faites ce que vous aimez, allez-y à fond. Ok, j'adore. Merci beaucoup Vanessa. Merci Clé. Bon, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette interview de Vanessa. Partagez-la, fake turn comme on dit. Partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Oui à l'abondance.